On va retourner cette année 2010. C'est important, tout à l'heure on va montrer 2010, Jeffrey Epstein a terminé, a mis derrière lui sa condamnation du côté de la Floride. Il a purgé sa peine grâce à ce deal de Sweetheart Deal. Il sait qu'il n'est plus poursuivi au niveau fédéral. Il n'a d'ailleurs même pas été condamné pour des actes de crimes sexuels sur mineurs, mais de sollicitation de prostituées qui lui permet d'échapper à énormément de contraintes. Il va commencer à multiplier ses voyages aux Zorro Ranch de manière de plus en plus importante, de s'impliquer de plus en plus dans le Zorro Ranch. C'est aussi l'année où il reprend contact avec les scientifiques du Santa Fe Institute, dont Murray Gell-Mann, qui est donc le grand patron du Santa Fe Institute. Et on a vu ces mails de 2010 où Murray Gell-Mann lui dit ben voilà, j'espère que bon, tu as réussi que ta vie maintenant est retournée à une espèce de normal, maintenant que tu as mis tout ça derrière toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en décembre 2010, l'assistante de Jeffrey Epstein lui fait un mot. On va voir cet email tout de suite qui évoque la création d'un tableau, une reproduction de toile de maître. On va voir ça. Le premier texte qui date du 28 décembre, Ocean Bridge, James, c'est la personne qui est en charge de cette compagnie. Et donc, elle explique les détails, le prix, combien ça coûterait pour avoir ce tableau-là, en disant, bon, c'est des choses on n'a plus fait ça depuis 2005, mais on peut se lancer dans la fabrication de ce tableau qui est une reproduction d'une toile de maître. Donc, elle le fait suivre ce message-là à Jeffrey Epstein en lui demandant est-ce que tu veux que l'on avance sur ce projet-là, que je donne le feu vert? Et la réponse de Jeffrey Epstein, proceed, ok, on y va. Ce tableau-là va être exécuté et on voit que Jeffrey Epstein a un rôle assez actif dedans parce que on va regarder l'email suivant. Donc là, excusez-moi, c'est encore une fois l'assistance. On apprend que le tableau s'appelle Le Massacre des Innocents, que c'est un tableau qui date de 1591. C'est un tableau de l'école hollandaise de peinture. Et donc, il y a tout un échange, savoir combien ça va coûter, qu'est-ce qui va se passer. On est en février, donc décembre, on est en février. Tout ça est fait. Finalement, le tableau est fait. Et là, nouvel email de Jeffrey Epstein. Vous allez voir à qui c'est pour donner l'ordre que le tableau soit envoyé directement au Zorro Ranch, et là-dessus, Jeffrey Epstein va demander à Bryce Gordon, l'assistant, le manager, d'accrocher ce tableau dans la partie privée du château du Castle. Ce tableau, je vais vous le montrer. L'illustration vient du dossier Epstein. C'est celui-ci, c'est le massacre d'innocents qui, entre autres, illustre la mort, l'assassinat, le massacre d'enfants et de bébés. C'est pas la première fois qu'on voit des tableaux troublants chez Jeffrey Epstein. Tu t'en rappelles qu'on avait fait cette émission sur ce tableau du côté de Manhattan, où il y avait ce tableau qui décrivait très vraisemblablement un acte d'abus sexuel sur une mineure. Il y avait plusieurs tableaux et d'autres choses. Le goût de Jeffrey Epstein en tout ce qui est niveau art est très intéressant. Et c'est une des raisons aussi, on a dit que plusieurs personnes qui visitaient les maisons d'Epstein, c'est quelque chose qu'ils mettaient en avant, disaient il y a quelque chose de particulier avec cette personne-là. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ce tableau, le massacre des innocents, qui va être fait et envoyé au Zorro Ranch pour ensuite, lorsque du Zorro Ranch, Jeffrey Epstein va transférer la plupart de son temps et ses activités
vers l'île St. James. Donc le tableau va finir ensuite à l'île St. James. C'est pour ça qu'on a une photographie. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a jamais eu d'enquête du FBI au niveau du Zorro Ranch. Donc cette photographie vient de l'île Epstein. Mais avant d'être sur l'île Epstein, ce tableau, le massacre des innocents, était au Zorro Ranch, à l'entrée de la partie privée de la propriété. Et pourquoi je vous montre ce tableau ? Parce que on va retourner écouter le témoignage de Chanté Davis, qui revient sur ces 5 années d'abus au Zorro Ranch. Je vous rappelle, c'était en 2001 et 2005. Et des conversations et une obsession de Jeffrey Epstein. Vas-y Thomas. Victims. Girls waking up in sort of like a dark room with like a female doctor standing over them, feeling like maybe there is some kind of procedure that had happened that they weren't aware of. And I believe this is in the files. Sure, there's something in there about a baby actually being born and then just disappearing, like Ghislaine taking it. I personally never witnessed anything like that, but I do remember overhearing conversations about trying to create the perfect baby, the perfect gene pool. And I know that there was sort of a hunt, if you will, for the perfect gene pool. Donc, Chanté Davis, on va être obligé de passer à travers. Et oui, c'est pas forcément, comme je vous l'avais dit lors de la première émission, c'est pas l'émission la plus facile aujourd'hui. On parle de sujets extrêmement graves. Revient sur certains aspects de choses qui se sont passées au ranch. Et elle n'est pas la seule témoin, la seule survivante à en parler. Elle raconte que certaines filles se sont réveillées sans vraiment se souvenir pourquoi elles étaient là et qu'au-dessus d'elles, il y avait une femme médecin qui venait de terminer une procédure, qu'il y avait à un moment cette rumeur dans l'univers Epstein de la naissance d'un bébé du côté du Zorro Ranch, et que ce bébé avait été récupéré immédiatement par Ghislaine Maxwell, et puis il n'y avait plus aucune nouvelle de ce bébé-là. Elle raconte aussi il y a plusieurs témoignages, encore une fois, qui vont dans ce sens-là, que du côté de Jeffrey Epstein, il y avait une obsession de créer un bébé absolu, quelqu'un qui génétiquement soit parfait. Ce souci de la perfection chez Jeffrey Epstein, on va le voir, explique, et c'est un des enseignements de la Truth Commission qui est extrêmement intéressant, le fait qu'il avait installé à Palm Beach, peut-être aux Zorro Ranch, on ne le sait pas parce que le FBI ne s'est pas intéressé, mais aussi dans son île de St. James, il avait installé cette pièce de dentisterie, de cabinet de dentiste, parce qu'il était obsédé par la perfection dentaire. Et ce que la Truth Commission du Nouveau-Mexique a trouvé, c'est qu'il avait installé ces pièces-là. Il avait une de ses anciennes victimes à qui il avait payé des études pour qu'elle devienne dentiste. Et il était même avec... Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je veux dire, et en plus, il avait une relation long terme avec une copine qui avait poussé vers être dentiste. Oui, mais c'est de elle dont on est en train de parler. On va y revenir dans quelques secondes. Et qui, dont le travail était de perfectionner la dentition des victimes mineures de Jeffrey Epstein. On sait que c'est quelque chose qu'elle a fait. Elle est intervenue sur plusieurs de ces jeunes victimes. Mais au-delà de sa volonté de perfectionner ce qui était perfectionnable, donc une dentition des dents qui étaient de travers chez ces jeunes victimes-là, il y a cette obsession de créer le bébé génétiquement parfait. Et donc, Chanté Davis continue en expliquant qu'il y a eu pendant des années cette volonté de trouver
la femme, et donc ça rejoint à Jeffrey Epstein qui est aussi impliqué dans l'univers des top modèles, etc., Ouais. de trouver les mères qui pourraient produire ces bébés parfaits. Hein. C'est un des aspects qui est assez troublant. Et d'ailleurs, on a un autre témoignage juste à côté le texte, s'il te plaît, merci. On a un autre témoignage de Johan Schauberg qui a témoigné contre Ghislaine Maxwell et qui a expliqué qu'elle avait été convoquée, alors qu'elle était à ce moment-là, elle était jeune étudiante. Elle est passée par le ranch, le Palazzo Ranch en 2005. 2005, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les années où Chanté Davis y est, 2001, fin année 2005. Et elle dit que Epstein lui avait demandé de devenir la mère de son enfant. Officiellement, Jeffrey Epstein n'a pas d'enfant. Mais en tout cas, il y avait cette recherche-là. Cette recherche-là est confirmée. On va passer à travers un article complètement fou qui date du moment de l'arrestation de Jeffrey Epstein en 2019. Un article complètement fou du New York Times qui nous apprend que Jeffrey Epstein avait une obsession qui était de laisser son ADN, on va voir ça, et de créer une filiation. C'est-à-dire qu'il considérait que son sperme, et lui, en tant qu'individu, était parfait, et que si on prenait, parce qu'il avait l'intelligence, etc., que si on prenait son sperme et que on le mettait en rapport avec des ovules de femmes qui étaient parfaites, au-delà d'altérer tout ça, on va le voir s'étaler jusque-là, ça permettrait de créer un descendant parfait. Donc on est le 31 juillet 2019 et là on va se rendre compte que dans le cadre de cette recherche de ce bébé parfait, tout ça va se passer par un lieu et ce lieu, c'est le Zorro Ranch. Donc, ouais. Wow. Donc on recherche le bébé parfait. Tout ça se passe au Zorro Ranch qui est lui-même à proximité de tout ce qui est scientifique américain, tout ce qui est à la pointe de la recherche, y compris dans la recherche de biosciences, tout ce qui est autour du génome, tout ce qui est autour de l'ADN. Vas-y Thomas. On va commencer l'exploration de cet article. Tout ça. Et là, en 2019, on apprend que, regardez, c'était même pas un secret. Hein, c'est ce qu'on va découvrir, c'est que il a parlé à plusieurs scientifiques pendant plusieurs années, des scientifiques, mais aussi à d'autres personnes, de sa volonté de créer cet enfant parfait, ce bébé parfait, même s'il n'y a pas de preuve qu'il a réussi, c'est un projet qu'il a mené pendant plusieurs années. Donc, ce qui l'intéressait, c'est que lui-même se définissait comme étant un praticien du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est cette science. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des figures de l'extrême droite américaine comme Elon Musk, qui est aussi... pardon ? Qui est dans le dossier Epstein. Exactement, qui est aussi un croyant du transhumanisme, qui est la volonté d'utiliser la science et l'intelligence artificielle, donc à travers donc utiliser la science et l'intelligence artificielle pour rendre meilleure la population humaine. Donc ça veut dire quoi ? C'est le genetic engineering et artificial intelligence. Donc c'est d'essayer de créer, grâce à la recherche génétique et à l'intelligence artificielle, un humain parfait qui soit immortel, qui ne tombe plus malade, qui ne vieillisse plus et qui ait que ces capacités-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Jeffrey Epstein, c'est un thème qu'il poursuit depuis le début des années 2000 et très souvent,
ce terme de transhumanisme est utilisé pour pas utiliser le terme d'eugénisme. L'eugénisme, on sait ce que c'est. C'est intéressant parce que c'est aussi une des croyances de Donald Trump. On vous a fait plusieurs émissions sur le sujet. Il croit à la théorie des gènes, il croit à l'eugénisme, à la volonté qu'il y a des races supérieures. Le transhumanisme, c'est une version moderne de ça en disant utilisons les progrès de la science pour créer cet être humain parfait. Donc, on voit que dans cet article-là, on a interviewé plus d'une douzaine de personnes qui sont proches de Jeffrey Epstein. On a utilisé des documents publics pour dire que voilà, il est rentré dans cette élite scientifique grâce à son argent, grâce à Ghislaine Maxwell, dans le but c'était quoi? De poursuivre ses intérêts dans l'eugénisme et d'autres champs de recherche très particuliers, comme la cryogénie. La cryogénie, c'est quoi? C'est la congélation de l'être humain ou de parties de l'être humain pour les garder de manière éternelle et les garder pour un moment où on pourra où la science aura tellement progressé qu'on pourra les raviver. Oui, on n'est pas loin de Frankenstein, de la créature du docteur Frankenstein. On pourra les réanimer et les transférer. Vous allez voir que, par exemple, dans le cadre de cette volonté-là, Jeffrey Epstein avait le souhait de garder 2 parties de lui-même, de les faire congeler pour qu'on les réanime au moment où la science sera prête à les utiliser. On va y venir. Quel dossier? Ah, c'est un dossier, ça va, Connie? Je ne m'attendais pas à ça en arrivant. Ouais. Et ça continue. Voilà. Et bon, donc on voit qu'il a été en contact avec énormément de scientifiques. Regardez, le premier qui est cité en 2019, avant même que ces documents que je vous ai présentés soient rendus publics, c'est sa relation avec Murray Gell-Mann, qui travaille sur des sujets similaires par moment. On voit qu'il y en a d'autres. Il y a Stephen Jay Gould, il y a Stephen Hawking, etc., et qu'il va les inviter à 2 endroits, ces gens-là, soit sur son île, soit ou au ranch. Et que, vas-y Thomas, tu voulais dire la dernière phrase? Non, ce qui est intéressant là, c'est que donc Epstein, comme souvent, utilise son argent pour s'approcher d'eux et disent maintenant, ces scientifiques, que voilà, l'aspect d'être financé, ça nous enlevait un peu, envoyait moins en fait comment Epstein c'était un fou sexuel qui avait tous ces cas autour de lui et que donc on était même prêt à lui dire que oui, c'était peut-être possible, toutes ces idées scientifiques, entre guillemets, parce qu'il voulait du financement. Ouais, exactement. Ce qui veut dire aussi à travers ça, c'est que on savait. Et c'est ce qu'on voit à travers les mots de Murray Gell-Mann. On savait, mais il avait de l'argent. Et donc, il nous proposait de poursuivre ces recherches-là. C'est ce que les gens disent dans le chat. En fait, une des vraies folies de cette affaire Epstein, c'est combien de personnes étaient au courant pendant combien d'années? Exactement. À travers les États, à travers les pays. Et il n'y a personne qui est venu quand on pensait aussi... je sais qu'on parlait de Palm Beach, quand ils faisaient venir des filles de 12-13 ans au gynécologue et qu'ils venaient pour payer en cash et qu'il n'y a personne qui a jamais dit pourquoi est-ce qu'on a le même gars qui vient avec 10 filles, 15 filles différentes, de familles différentes, de races différentes et qu'on dise ouais, non, pas de problème. Non, et là, dans le silence, ce qui est complètement fou dans cet article, c'est que on va voir que le Zorro Ranch est cité. Ouais. L'article, c'est juillet 2019. Oui, Jeffrey Epstein a été arrêté, il est encore en vie, et que cet article-là ne va pas alerter les autorités américaines d'aller plus loin. Parce qu'on apprend qu'à de multiples occasions, en débutant au début des années 2000, Epstein a dit à des scientifiques et à des hommes d'affaires, des businessmen. Il en fréquentait un au début des années 2000 d'ailleurs, je veux juste vous dire ça, qui est fasciné
son père avant lui était fasciné par toutes ces théories de changement d'utilisation de l'ADN pour avoir cette race supérieure. Donald Trump n'en s'est jamais caché et n'a jamais caché le fait qu'il a été son père avant lui avait les mêmes croyances. Donc, son idée, il dit voilà, mon ambition, mon but, c'est d'utiliser, accrochez-vous bien, le ranch du Nouveau-Mexique, le Zorro Ranch, de base, où des femmes seraient inséminées avec son propre sperme pour donner des naissances à ces bébés à la recherche de ce bébé parfait. Et d'un coup, on passe forcément, on est le début des années 2000, Wow. on repense aux propos de Chanté Davis qui dit oui, à un moment, il y a eu la naissance d'un bébé qui a disparu immédiatement après. Et donc, tout le monde le sait qu'il y avait cette volonté. Donc là, d'un coup, on comprend. Quand on vous dit que une des raisons du Zorro Ranch, c'était la proximité avec des scientifiques, Epstein avait ce projet de créer un centre d'insémination à l'intérieur. Donc, pensez au tableau qui amène à la partie fermée, la partie privée du Zorro Ranch, ce massacre des innocents. Et le fait que Epstein en parlait autour de lui, y compris à des scientifiques, en disant voilà, je veux créer le bébé parfait. Ça va ? Je suis atterré. C'est une folie. Voilà, Zorro Ranch. Et donc regardez, N'était pas un secret. pas un secret. Il en a parlé à plusieurs scientifiques. Regardez ce témoignage en 2001. On est en plus du côté de Manhattan et il en parle autour de lui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe lors d'un repas. Lors d'un repas à la propriété de Jeffrey Epstein, et il y a quelqu'un qui était extrêmement important au sein de la business community. On ne sait pas qui c'est, on ne va pas dire est-ce que c'est un Leon Black, par exemple, qui dans ces années-là était la personne la plus importante du business community du côté New York. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était un Ludnick? On n'en sait rien, mais que voilà, l'idée avait été évoquée. Donc, tout le monde s'était dit, mais c'est complètement fou et complètement perturbant. Et là, de se dire aussi, mais de savoir ça, on n'était pas contre la loi. De savoir tout ça, ça ne veut pas dire que c'était contre la loi. Le Zorro Ranch... Non, mais dire que, mais techniquement, c'est pas contre la loi, mais quand il y a tellement de ce qu'on appelle des red flags, vraiment des signes en disant il faudrait vérifier quelque chose, il faudrait faire un effort. Okay. Non, tu as 100% raison. On a vu, avant que tu arrives, d'autres cas où l'excuse c'était de dire j'avais le sentiment qui était bizarre, mais bon, voilà, j'ai rien fait. Et donc, oui, Maxwell est au courant de tout ça, c'est certain. Autre élément du Zorro Ranch, toujours dans cette enquête du New York Times en 2018, regardez, et là c'est cité, il y a le nom de la personne. Est-ce que cette personne a été interrogée par la justice? On n'en sait rien, vu qu'il n'y a aucune enquête officielle sur le Zorro Ranch. On apprend quoi? Que lors d'un autre dîner, Lanier, qui est un scientifique, dit qu'il y avait une autre scientifique qui travaillait à la NASA, qui était là. Il dit, je m'en souviens pas le nom. Et donc, Epstein avait raconté que son but était d'avoir... Et c'est pour ça que le Zorro Ranch peut-être était aussi énorme, ce que tout le monde signalait, d'avoir 20 femmes en même temps qui soient inséminées artificiellement dans le Zorro Ranch pour partir à la recherche de ce bébé. C'est les années où Joanna Stolberg est approchée pour savoir si elle veut avoir un bébé avec Jeffrey Epstein. Donc, ce sont ces années-là. 20 femmes en ce moment. On n'est plus simplement dans la volonté d'avoir un enfant. On est vraiment dans la volonté de créer quelque chose, de faire de la recherche. C'est fou parce qu'en fait, ça nous lance dans tellement de directions. Ça me fait poser tellement de questions par rapport à, OK, et ce plan veut dire quoi par rapport à ces femmes-là, par rapport à les femmes qui allaient choisir les bébés qui ne trouvaient pas
parfait. Et il y a une tonne de choses et ça ramène aussi à beaucoup de questions de notre première émission avec ces tombes autour Mais bien sûr. dans les collines. Mais quelle folie Zorro Ranch! Donc, son idée, pour vous dire comment c'était discuté en détail, et encore une fois, tous ces propos, ces révélations de cette enquête, le fait qu'il y ait des sources nommées n'engendrera rien, en tout cas rien que l'on sache, au niveau de la justice américaine. Il faudra attendre mars 2026 pour la première perquisition au Zorro Ranch, 7 ans après ces révélations, que son idée était de transformer le Zorro Ranch en Baby Ranch, sous le modèle du Repository for Geminal Choice, qui était cette volonté, je pense exactement, ça a arrêté en 1999, ce lieu qui voulait collecter le sperme de prix Nobel pour créer à un moment ou à un autre, justement, des êtres surintelligents. Et donc, c'était la volonté d'Epstein, de se dire, je vais faire ça, pareil, privé, et je vais faire ça où? Je vais faire ça au Zorro Ranch. Incroyable. Ça change la nature du lieu, là, d'un coup, de déjà savoir que tout le ça. lieu, il n'était pas... voilà, qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes avec le lieu, c'est de pire en pire. Et donc, Lanier, qui est un scientifique américain, qui dit qu'il était assez convaincu que Epstein, en fait, utilisait ces repas où il y avait chaque fois, il y avait des scientifiques, des hommes d'affaires et toujours de très belles femmes qui étaient là pour en fait se dire quelle serait la meilleure candidate pour venir porter les enfants de Jeffrey Epstein. La volonté, je vous le rappelle, c'est de créer un bébé parfait. Donc, l'apparence physique, évidemment, compte dans cette définition du bébé parfait. Son intérêt dans la cryogénie, on en a parlé tout à l'heure, c'est que il en avait parlé autour de lui, et sa volonté, toujours dans l'idée de préserver son ADN et de créer un être humain parfait, était de dire qu'il voulait donc voilà, cette idée de ramener à la vie dans le futur, il voulait que sa tête et son pénis soient congelés en attendant un jour où on pourrait réutiliser les deux pour créer un être humain parfait. C'était la volonté de Jeffrey Epstein. C'est certain que YouTube ne va pas mettre en avant cette émission. On compte sur vous pour les pouces et pour la mettre en avant, parce que sinon, personne ne va jamais entendre parler de tout ça. On a laissé ce gars-là se promener pendant des années en liberté en sachant qu'il y avait tout ça. Oui, parce que sa volonté de faire congeler sa tête et son pénis, il l'exprime à plusieurs personnes au début des années 2000, avant même son arrestation en Floride. Tout le monde qui a pris de l'argent pour laisser Acosta et tout le reste, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on sait que, regardez, on a en 2019, malheureusement, on n'en sait pas plus parce qu'on tombe dans le secret bancaire, que sa trust company, la Sovereign Trust Company, avait investi, on va en reparler tout à l'heure, dans des compagnies pour faire justement de l'analyse d'ADN. C'est-à-dire qu'on a dépassé, là on est à la fin des années 2010, on a dépassé le cadre en disant je vais faire ça en amateur, du côté des Zorro Ranch, je vais avoir une dentiste sur place pour m'assurer que les gens aient la meilleure des dentitions. On va essayer plusieurs enfants et on va garder le meilleur. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est l'idée de départ pour, à partir de la fin des années 2010, se dire, bon, peut-être il y a une partie très intéressante qui peut se faire en laboratoire, en recherche de l'ADN, en travaillant sur des cellules, en travaillant sur des embryons, je ne sais pas quoi, mais il y a cette volonté-là, gardez-la en tête, on va en parler un petit peu plus tard. On continue toujours dans cet article du New York Times. On se rend compte qu'en 2010, alors le groupe n'existe plus. En 2011, regardez, il va commencer à donner de l'argent
à un groupe qui s'appelle la World Transhumanist Association. Donc le nom c'est Humanity Plus. À chaque fois on voit ça de manière positive. Donc non seulement il va donner de l'argent à ce groupe-là, mais il va payer le salaire du PDG, du vice-PDG de ce groupe-là, dont officiellement le but c'est d'influencer la nouvelle génération de penseurs pour voir les prochaines étapes de l'humanité. En fait, ce groupe-là met en avant l'eugénisme en disant voilà, il y a une surpopulation. Il faut que dans le cadre de cette surpopulation, on réfléchisse à comment créer des êtres humains qui soient supérieurs, qui arrivent à survivre, qui arrivent à être à la tête. On a besoin d'une tête de la nation, des nations, tête du monde, des gens qui ne craignent plus la maladie, etc., etc. C'est une volonté. Et encore une fois, cette idée du transhumanisme, on la retrouve chez Elon Musk, on la retrouve chez un autre, on en parlera un petit peu plus tard. Vas-y Thomas. Donc les deux derniers extraits, il y a même Dershowitz qui en a parlé en disant que oui, effectivement, une fois on était à Harvard pour un déjeuner non, on n'était pas à Harvard, on était à Cambridge à côté pour un déjeuner et du coup, c'est Epstein lui-même qui avait lancé la conversation sur la manière dont on pouvait rendre meilleur les humains en utilisant la génétique. Et que Dershowitz avait été choqué en disant que en fait, c'est ce qu'avaient fait les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour purifier la race aryenne. Et la conclusion de ça, c'est oui, j'ai été choqué, mais on a continué à se voir et on a continué à discuter de tout ça. Il a signé l'échec. Il a signé l'échec, exactement. Donc, on voit que d'autres témoignages, il est allé rechercher des gens comme Hawking, comme des chercheurs à Caltech et un autre lieu, et donc en disant qu'un des sujets, regardez, qui était le plus important lors de cette conférence en 2006 que Epstein avait fait sur son île de Saint-Thomas, il avait interrogé les scientifiques autour de lui sur sa volonté de perfectionner le génome humain. Je vous rappelle qu'une des plus grandes contributions au Human Genome Project a été faite à Los Alamos, Nouveau-Mexique, et que la plupart des scientifiques qui ont travaillé sur ce projet-là du génome humain se sont retrouvés où après ? Au Santa Fe Institute. Et là, on voit que c'est la volonté que Epstein était fasciné de se dire comment certains traits humains passent d'une génération à une autre génération et comment on peut créer un être humain supérieur. Donc ça, c'est en 2019. Oui. Non, je veux dire, c'est encore une fois une réalité de comment Jeffrey Epstein voyait Zoho Ranch dans son plan, dans ses idées de génétisme et tout ça, et de se dire, encore une fois, n'oubliez pas, Zoho Ranch complètement ignoré depuis 25 ans jusqu'à aujourd'hui par les autorités. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est qui travaille sur le Zoho Ranch ? C'est toujours pas le DOJ, c'est toujours pas Todd Blanche. Il dit non, il n'y a plus rien, il n'y a aucune piste qu'on est en train de suivre. C'est la Truth Commission. Et dans son rapport intermédiaire, vous allez voir, ces histoires sont mises en avant. Premier point qui est mis en avant par la Truth Commission dans son rapport qui a été publié jeudi, excusez-moi, c'est de dire qu'on revient sur, tout à l'heure tu en parlais de la copine de Jeffrey Epstein, qui a été Alina Chuliak, qui a suivi cette formation en dentiste, et on apprend dans ce papier-là que sa mission était qu'il y avait cette obsession chez Jeffrey Epstein de la dentition parfaite, sa volonté d'améliorer l'apparence de l'être humain, et que non seulement il utilisait lui, mais il souhaitait que ses victimes aient une dentition parfaite. Et c'est la plupart du temps, c'est Chuliak qui a procédé
à ces interventions-là, à ces opérations de dentisterie pour s'assurer que c'était le cas. Et c'est pour ça, on a enfin l'explication, c'est pour cela qu'il y avait non seulement à St. James, mais aussi à Palm Beach, ce lieu-là. Alors évidemment, l'enquête aujourd'hui en 2026, on met en avant le fait que plusieurs de ces victimes ont raconté s'être réveillées à côté d'équipements médicaux, mais elles disent que malheureusement, c'est la conclusion de la Truth Commission, de dire il n'y a plus rien aujourd'hui. On est allé dans le ranch en 2026, il n'y a plus de traces de ce qui aurait pu être un laboratoire médical au Zorro Ranch. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que c'est une piste sérieuse et on y travaille. D'ailleurs, deuxième extrait là-dessus, en revenant sur ces informations que, regardez, Epstein espérait créer une race parfaite avec sa DNA et d'utiliser le Zorro Ranch, en précisant que à l'heure actuelle, la Truth Commission n'a pas trouvé de preuve que cette volonté soit devenue une réalité au Zorro Ranch, mais continue à enquêter sur ce sujet-là. Et la preuve qu'on continue à enquêter sur ce sujet-là, je vais vous faire entendre donc l'interview de Andrea Romero. Cette fois-ci, je vais le dire comme il faut. Andrea Romero, qui est donc à l'origine, c'est elle la présidente de la Truth Commission, et elle explique tout ce qui leur est remonté dans leur enquête, qu'ils doivent maintenant vérifier. Attention, qu'ils doivent maintenant vérifier dans le cadre de leur enquête, où vous allez voir, on va parler de recherche scientifique, on va parler de cette volonté de créer ce bébé parfait, et au-delà de ça, excusez-moi, c'est extrêmement choquant ce que je vais vous dire, mais vous allez voir, c'est cet élu qui en parle, de harvest, donc de récupérer sur des êtres humains des membres et entre autres tout ce qui est lié à leur appareil génital pour les utiliser plus tard. Vas-y Thomas. We were hearing some of the most horrible and heinous things that anyone could imagine. The allegations span everything from the harvesting of sex organs to allegations of women having forced abortions or forced pregnancies or coerced pregnancies. I think when we think about the stories and the span of stories, it sounds fictional. It sounds like a horror film. Ouais, cette conclusion, je vous en parlais en début d'émission, de dire on a l'impression que c'est complètement de fiction, que c'est complètement fou, que ça vient directement d'un film d'horreur, mais ce sont des témoignages qui nous remontent et on travaille sur ça, sur des grossesses forcées, des avortements forcés, etc., etc. Alors je sais que ce sont des témoignages qui sont extrêmement difficiles à entendre, mais ils font partie des pièces d'un puzzle d'autant plus choquant, encore une fois, qu'il a fallu attendre, je me répète, mais vous allez encore une fois m'entendre le dire plusieurs fois dans cette émission, il a fallu attendre mars 2026 pour qu'il y ait une première perquisition aux Zorro Ranch, alors qu'on est en train de voir que ce lieu a joué un rôle extrêmement important dans un aspect méconnu de l'affaire Epstein. Alors vous allez me dire, oui, tout ça, c'est le début des années 2000, et des années 2000, début des années 2010, mais en fait, et que peut-être c'était simplement dans le cadre de dîner, mais en fait, dans la réalité, on va le voir dans quelques minutes, c'est un sujet qui, jusqu'au bout, le bout étant son arrestation en juillet 2019, a obsédé Jeffrey Epstein, qui avait une seule quête, cette volonté de créer un être humain parfait en utilisant ses propres gènes. À tout de suite.
Voilà, merci beaucoup à tout le Ouais, monde qui est là avec tu te nous. C'est retrouves pas... toujours à faire les pires transitions. Je C'est, suis désolé, mais c'est- il faut raconter ça. Quand je vois que quelqu'un qui a vécu tout ça en direct, elle raconte, t'étais pas là en début, on a passé son témoignage où elle raconte comment elle a été abusée, Paris, Saint-Tropez, New York, Palm Beach et le Zorro Ranch. Elle a ce courage, elle, de venir parler devant les caméras, de revivre ces drames. En plus de cette vidéo, 60 Minutes Australia en a proposé une deuxième uniquement d'interview de Shante Davis où elle rappelle, elle revit tout ça en disant il faut le raconter. Et pour elle, à chaque fois, c'est un trauma parce qu'à chaque fois qu'elle parle de ces lieux-là, lorsqu'on lui dit OK, c'était quoi les lieux, on voit qu'elle fait cet effort de réfléchir et à chaque fois, elle revit ce moment-là. Donc, il faut en parler, même si c'est un sujet extrêmement difficile et même si oui, je suis d'accord, vendre un scénario sur ça serait été complètement impossible, sauf qu'il y a un film qui ressemble un peu à ça. Je vois lequel, tu vois lequel je veux dire, mais bon. Ouais, mais bon, Oui, on est ça- vraiment dans tout ça là ce soir. Mais merci d'être là avec nous. Vous savez comment c'est important de faire partager cette information, d'aller trouver la vérité. Tout ça, c'est le combat qui nous motive tous les jours. Donc, merci d'être là avec nous. Exactement. Donc, à Merci toi, d'être Cody. des vaguelettes. Merci de nous donner un peu plus d'attention sur YouTube parce que vous savez, quand on parle de sujets comme ça, YouTube, bien évidemment, ne met pas ça en avant, bien le contraire. Donc, merci à vous de faire l'effort de nous mettre un peu plus en avant. Merci beaucoup Merci. à Franck qui est là avec nous. Merci. Oui, je sais que c'est difficile comme sujet, mais c'est aussi important de le savoir. Donc, quand on va parler des gens comme Todd Blanche, des gens comme Donald Trump, des gens comme Steve Witkoff, des gens qui sont soit impliqués dans l'affaire, soit impliqués à protéger ceux qui sont vraiment impliqués, c'est important de savoir ce qui protège. Parce que vous le voyez, tellement de gens, ils sont au courant de ce qui se passait et ils n'ont rien dit, ils ont profité de ce système. Donc, il faut les mettre face à la justice, face à l'information. Donc, merci beaucoup, Desil, d'être all-in avec nous aujourd'hui et tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daisy. Merci à ceux qui sont dans le chat avec nous et qui ont mis leur pouce. C'est Merci, gratuit. merci ça pour prend ton une message, seconde. je viens de voir, merci. Et ça prend une seconde, donc merci pour votre soutien. Et je vois aussi qu'on a atteint les 50 215 abonnés. Merci beaucoup. Si vous avez envie de plus d'informations, plus d'enquêtes, plus de vérité que vous n'allez pas nécessairement trouver sur d'autres réseaux, d'autres médias, merci de vous abonner. C'est gratuit, ça prend une seconde, ça nous aide vraiment énormément. Merci beaucoup de faire cet effort, même quand c'est difficile. Je vois vos messages dans le chat, donc merci d'être là avec nous. Ça aide aussi de vous avoir Bien et de sûr, dire qu'on n'est pas énormément. juste fou de lire ça dans notre propre coin, mais de voir qu'il y a d'autres personnes et d'autres personnes qui trouvent que oui, c'est pas normal d'avoir tout ça. Donc merci d'être là avec nous ce soir. Merci à tout le monde. Allez, on se retrouve tout de suite. On a parlé donc de cette recherche du bébé absolu, du bébé parfait entre 2001 et 2005. Le témoignage de Shante Davis, l'enquête faite sur les scientifiques qui confirment la volonté de Jeffrey Epstein de transformer le ranch, le Zorro Ranch, en lieu de recherche de ces bébés parfaits, en ayant 20 femmes à la fois qui tentent de donner vie à ce bébé parfait. On va voir que à la fin des années 2000, dans les 2 dernières années de la vie de Jeffrey Epstein, cette volonté va, s'accélérer, mais il va comprendre qu'il faut que cela passe par d'autres personnes, qu'il ne peut plus mener cet objectif aux États-Unis. À tout de suite.
sommes en juillet 2018. Un an avant l'arrestation de Jeffrey Epstein. Et il envoie un email. On va voir ça, je vais vous montrer cet email. Ouais, exactement. J'ai beaucoup pensé, petite parenthèse, Patrick, qui nous parle des QAnon et etc. En fait, dans un monde où on sait que, par exemple, Donald Trump a utilisé l'affaire Epstein, il a attaqué sur l'affaire Epstein pour qu'on ne parle pas de ses relations avec Jeffrey Epstein, on peut peut-être se dire que ces thèses qui ont été avancées par QAnon pour dire « regardez ce qu'ont fait les démocrates », c'était de manière préemptive pour pas qu'on vienne regarder dans l'autre côté. Tout est possible. Tout est possible. C'est extrêmement troublant, c'est certain. Et puis, vous reprendrez, on en parlait avec Cody sans rentrer dans les détails, mais reprenez la première partie de cette émission. Si vous ne l'avez pas encore vue, reprenez la première partie de cette émission. Il y a des détails troublants, des pièces du puzzle dans la première partie qui prennent un sens nouveau aujourd'hui. Donc, on va retourner, comme je vous le disais. En tout cas, merci de ton soutien, Patrick, comme d'habitude. On va retourner en juillet. On est le 20 juillet, c'est ça ? 20 juillet 2018. Et Jeffrey Epstein envoie un email à Jeremy Rubin en lui disant que Brian Bishops veut me parler. Est-ce que tu le connais ? Jeremy Rubin, c'est quelqu'un qui est dans la finance, qui entre autres se connaît et est impliqué dans la finance liée aux crypto-monnaies, entre autres, tout ce qui est cryptocurrency, Bitcoin, etc., etc. Donc, est-ce que tu le connais ? Réponse de Jeremy Rubin en disant oui, je le connais. C'est un gars intelligent, un peu spécial, mais c'est un gars intelligent. Donc, cet échange du 20 juillet, je vais vous montrer, vous le gardez en tête, Brian Bishop, une photo de lui. Alors, pour la petite parenthèse, dès que j'ai vu cette photo, sans même avoir plus d'informations, j'ai dit, mais je connais cet endroit. Derrière, c'est les Blue Bonnets. Ouais. On est au LBJ Ranch. On est au Texas parce que c'est un Texan. Et donc, je suis allé rechercher et c'est vraiment ça. C'est un Texan. Et donc, dans les jours qui suivent, on va voir, hein, c'est très rapide, il y a cette volonté de créer cette relation. Et on voit que donc, il y a des échanges qui sont faits entre Brian Bishop avec Kofi Austin Hill, qui est un partenaire financier de Brian Bishop, et Jeffrey Epstein, où il présente son rôle son passage, si vous voulez, dans les cryptocurrencies. Donc, on va pas rentrer dans les détails de ce mail-là. Je ne sais pas si Bluetooth est là, mais bon. En tout cas, donc, on discute de ça. Le point de départ de cette conversation, c'est de parler de cryptocurrency et on voit que ça va déboucher sur l'équivalent d'un Zoom. Hein, c'est peut-être le message suivant. Je ne sais pas. Ouais. Donc, c'est le message d'un Zoom. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en fait, il a deux activités. Il est en charge, il s'occupe et il explique qu'il a eu un rôle très précis d'essayer de trouver un cadre légal à des activités qui, pour l'instant, sont illégales. On est en 2018. Et au-delà de ça, il se définit lui-même comme un biohack. Un biohack, c'est quelqu'un qui... hack, c'est le piratage, le hacking, donc c'est le piratage de la vie bio. L'idée, c'est de se dire, c'est quelqu'un qui travaille sur ce qui est génétique. Ouais. Et au-delà de ça, il est lui-même un transhumaniste. Ouais, c'est les gens qui veulent jouer à Dieu, quoi, en disant, moi, je vais utiliser toute la science pour créer des humains. Donc, évidemment, il travaille avec un scientifique qui vient du monde de la biotech et la biotique, et donc... Évidemment, ça va créer des connexions immédiates avec Jeffrey Epstein. Et là, on va voir qu'il y a cet appel qui est créé. Et le 21 juillet, le lendemain de ce premier échange, on voit qu'on ne parle plus de crypto.
Il n'y aura plus Non. aucune, dans toute la correspondance qu'on va faire, que je vais vous montrer, de toutes ces pièces qui viennent du dossier Epstein, on ne va plus jamais parler de crypto. La correspondance entre Jeffrey Epstein et Brian Bishop, c'est autour de ce sujet designers babies, de créer des bébés parfaits. On est 8 ans, 10 ans après le Zoro Ranch, et là, Jeffrey Epstein trouve enfin la personne qui travaille sur un sujet qui le fascine et qui est prêt à aller plus loin. Il a juste besoin d'argent pour créer son propre laboratoire, pour créer en laboratoire un bébé parfait. Regardez à quelle vitesse ils sont lancés dans ça. Donc là, il lui propose, regardez, j'ai une présentation pour vous, Jeffrey Epstein. Donc c'est le lien que vous voyez là-haut. Le lien, malheureusement, n'est plus valide. Je l'ai essayé. Le lien n'est plus valide, mais dire voilà, c'est ma présentation du Designer Baby Project, du projet pour créer des bébés en laboratoire. Voilà, il dit si vous êtes sérieux par rapport à ça, on a quelques questions. Donc je propose un autre appel pour clarifier ce genre de choses. Je comprends que vous avez des besoins d'être privé et que ça reste tout ça en secret. J'ai déjà des solutions par rapport à vous proposer du deniability. Donc quand vous allez m'envoyer de l'argent, de l'envoyer dans un lieu à la place d'un autre pour ça. C'est une vraie conversation. Et c'est le lendemain de leur premier appel. De le faire là, oui, on est le 21. Ça veut dire que l'appel, le Zoom qui a lieu, a suffisamment évoqué cette histoire d'avoir Jeffrey Epstein comme investisseur de ce projet-là, que Brian est allé parler à son associé, Austin Hill, on a vu plusieurs fois, mais voilà, j'en ai parlé plus que lui, on a même des solutions pour vous protéger, on a bien compris que l'anonymat était important, mais finançons ce projet, voici la présentation, ce sont mes véritables activités, ce que j'ai fait sur les crypto-monnaies, c'est des choses à côté qui en fait m'ont permis de gagner de l'argent, c'est ce qui va expliquer à Jeffrey Epstein, ma véritable activité, je suis un transhumaniste comme vous et je suis un biohack, je souhaite utiliser la science pour jouer à Dieu. D'ailleurs, Jeffrey Epstein était au courant dès le premier email parce que Jeremy Rubin a répondu en disant qu'il fait un mélange de Bitcoin et DNA Data Storage. Donc voilà, c'était la présentation en disant oui, ce gars-là, tu peux aller lui parler de ce que tu sais. Et le lendemain, c'est vrai. Le lendemain. Le lendemain. Et ce terme, et c'est super, je ne sais pas comment exprimer ça, mais quand j'ai travaillé sur ce dossier-là et quand j'ai lu toute cette correspondance, c'est le côté froideur et complètement technique dont on parle de ça. Si tu retournes à cet email-là en disant, voilà, ouais, je le connais, il est un peu bizarre, il fait des trucs autour du Bitcoin et du DNA Data Storage. Comme s'il avait un technicien. Des disques durs d'ADN et que c'est normal. C'est son activité. Ça veut dire quoi tout ça? Et que le gars altère des ADN et transforme des bébés et tout ça comme si c'était juste tout normal. Et ce qui est intéressant, comme il vient de le remarquer Cody, encore une fois, c'est le délai. Le 21, le lendemain, on se parle tout de suite. Jeffrey Epstein se parle tout de suite. On parle tout de suite de possibilités d'investissement et on a la réponse de Jeffrey Epstein et vous allez voir. Tout de suite, le 21 aussi. Dans la même journée, donc en disant je vais voyager dans le Moyen-Orient jusqu'en août. On peut en parler après ça. Et là, il dit cette phrase-là, je n'ai pas de problème avec la possibilité d'investir. La seule chose, c'est que je ne dois pas être visible, je ne dois pas être dans le lead. C'est-à-dire, je suis d'accord pour investir, mais il ne faut pas que j'apparaisse. Il ne faut pas que j'apparaisse. Évidemment, on est en 2018, c'est la même période où vous avez le manager anciennement du Zoro Ranch qui est devenu le manager de l'île de Saint-Thomas qui écrit à l'avocat de Jeffrey Epstein en disant voilà, il faut effacer toutes les données téléphoniques, il faut détruire les cartes de crédit parce qu'on sent qu'il y a cette pression qui monte sur Jeffrey Epstein.
Quelle folie. Ouais, je sais pas le chat, ce que vous en pensez. Voilà, c'est un sujet difficile, mais qui est complètement fou. Et donc Il là, on répond. est le 22 juillet, donc Ouais. ça se passe sur un temps de 3 jours. On dit que, il dit ben voilà, et si on se parlait le 2, donc il dit je reviens le premier. Si on se parlait le 2, donc il y a vraiment une urgence là-dessus. Et donc là, il précise que tu pourrais devenir le premier investisseur si on garde un absolu anonymat sur ta présence. Il n'y a pas de problème. On réfléchit sur comment construire ça. Et il y a même on a déjà réfléchi la manière dont on va annoncer aux médias la naissance de ce premier bébé en laboratoire, en disant ok, c'est un espèce de freak parce que c'est le premier et voilà, on est dans l'époque du clonage, c'est les années Dolly et compagnie, mais il y a déjà, on a prévu tout ça, et évidemment de cacher la présence de Jeffrey Epstein. So the financial structure needs to be designed with these details in mind. Donc oui, trouvons une manière que tu puisses nous financer sans qu'on puisse te retrouver. Qu'on voit qu'en même temps, il avait un intérêt dans tout ce qui était le début de la crypto et tout ça. C'est voilà, toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble. Et la phrase aussi qu'il faudrait être à 100% anonyme pour ce genre de produit. C'est ce que tu disais sur cette froideur. Ouais. Et c'est vraiment de ne pas être humain, de voir, OK, on va créer les bébés comme si tu étais en train de construire des ordinateurs. Et d'écrire ça dans un email sur quelqu'un qu'il ne connaît même pas 2 jours après avoir pris contact, ça... Ouais, mais parce qu'on partage, on a des amis communs. Ouais. Et le 23, le lundi matin, il envoie l'invitation pour la conférence du 2 août pour avancer sur ce truc. Et regardez encore une fois, Designer Babies. Agenda. Pour On va discuter. parler de Designer Babies, la structure du business, le financement, comment on va garder ça privé, les buts, ce qui va en sortir et à quelle vitesse tout ça va être fait. Pour vous montrer le côté complètement sérieux de la Wow. août, on est à 1 an avant la mort de Jeffrey Epstein. Quand je vous dis on est vraiment au bout de son existence, vas-y Thomas, on va continuer. Donc là, il y a eu apparemment cet appel a eu lieu parce que là, Brian Bishop, on est le 5 août, donc l'appel le 2 août, où il va dire, ben voilà, je joins le document que tu as demandé sur la manière dont on va utiliser ton argent. Et là, regardez, on a le détail, on a une espèce de résumé de notre calendrier pour cloner un être humain avec l'argent de Jeffrey Epstein et vraisemblablement son ADN. C'est vraiment complètement fou avec ces termes en disant voilà, on a besoin de créer garage biology. On a besoin dont le but sera de donner vie à un bébé créé de toutes pièces. Et peut-être, donc on parle de possibly a human clone, donc est-ce qu'il voulait aussi potentiellement se faire cloner, avoir un enfant et se faire cloner? Je ne sais pas de quoi on parle là. Tout ça en 5 ans. On parle très précisément de combien Jeffrey Epstein devrait payer pour financer tout ça. Et en disant, voilà, est-ce qu'on peut se voir ou se reparler pour mettre au final donc, tous ces points-là. Et la dernière ligne est extrêmement intéressante parce qu'il dit, voilà, là, je vais partir du côté de la Lituanie. Mm-hmm. De la Lituanie entre parle. le 14 et le 7. Donc pendant cette période, on pourra pas se parler, mais parlons au retour. Et ce qu'on va apprendre, c'est qu'est-ce qu'il est allé faire en Lituanie. Oh boy. Ce qu'il est allé faire en Lituanie, donc vas-y Thomas, ce qu'il est allé faire en Lituanie, c'est que, donc il écrit en disant, voilà, je suis de retour, où j'ai rencontré Simon Black en Lituanie. Est-ce qu'on peut se parler? Je peux discuter des questions ou des doutes que tu as sur le projet. Discutons-en, etc., etc. Simon Black, c'est qui?
Simon Black, c'est un pseudo d'un ancien agent du renseignement américain qui a créé une possibilité, une agence en Europe, et en fait, il voyage à travers le monde pour permettre de, entre autres, dissimuler des investissements, créer des investissements lorsque vous êtes un milliardaire américain qui échapperont à la surveillance des États-Unis. Donc, c'est la raison de sa visite en Lituanie, c'est ça, et c'est la création d'un laboratoire pour créer un enfant, de manière artificielle et pourquoi pas, comme il écrit à Jeffrey Epstein, cloner un être humain. Comment on le sait ? Parce que dans un autre email à Jeffrey Epstein, on apprend qu'il met à jour, donc on est le 30 août, donc il vient de rentrer d'Europe de l'Est, et regardez ce qu'il dit, la première ligne, vas-y Thomas. Donc le sujet c'est more genetic editing, donc plus de, je sais même pas comment dire ça, de comment on va manipuler tout qui est génétique, et il dit que voilà les mises à jour en ce moment, ce que je fais, je suis en train on procède avec plus de tests sur des souris dans mon laboratoire en Ukraine avec des opérations. Et non, ça je découvre avec vous, Amateur in Mississippi has been testing human sperm modification. Donc au même temps aussi, on est en train de tester, de modifier le sperme humain. Et waouh. Et donc, ce qui est intéressant, donc vous voyez, c'est que il va à des conférences de biohacking, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'arrivée de Brian Bishop dans le jeu, c'est que, et là c'est mon analyse, c'est que ça permet d'accélérer et de poursuivre ce qui était la vision de Jeffrey Epstein au Zorro Ranch. On se rappelle que peu à peu, les activités aux Zorro Ranch vont s'arrêter pour reprendre du côté de l'île St. Thomas. Et avec l'arrivée de Brian Bishop, ces activités-là, en tout cas, si Jeffrey Epstein a investi, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que ces conversations ont donné. L'idée, c'est de se dire, on quitte les États-Unis. Lituanie, laboratoire en Ukraine, on n'est plus aux États-Unis où on est, regardez, durant l'été 2018, où ça commence à devenir difficile, il y a une pression qui monte autour de Jeffrey Epstein. Donc on poursuit ses travaux, on passe par quelqu'un d'autre, on finance de manière secrète, et l'avantage de tout ça, c'est que rien ne se passe aux États-Unis. Je vous rappelle que l'île St. James, c'est un territoire américain sans faire partie, c'est les îles Vierges américaines, sans faire partie d'un État. Et donc, c'est cette opportunité-là. Et regardez le mot signé par Jeffrey Epstein, qui est écrit par Jeffrey Epstein, c'est une réponse à un email. Donc la dernière ligne, c'est écrit par Jeffrey Epstein, et ça dit quoi ? Qu'il aime l'idée d'implanter donc un embryo et attendre 9 mois pour avoir son enfant. Ouais, et d'avoir une great ending. Donc les conversations sont là. On a deux autres correspondances de là, c'est que en octobre 2018, Brian Bishop est allé au Japon présenter ses recherches, présenter les premiers résultats de ses laboratoires. Il explique qu'il a été contacté par des investisseurs japonais, et donc il demande à Jeffrey Epstein, il informe de tout ça. Est-ce que c'est une manière pour inciter Jeffrey Epstein à dire je vais être le seul et je vais mettre que de l'argent moi ? On n'en sait rien. Et regardez, il parle ouvertement de comment ce qu'il veut continuer à faire ne sera pas légal aux États-Unis. Peut-être que certaines choses sont oui, ok, je pourrai faire des tests sur des animaux.
animaux, je peux faire quelques recherches là. Donc c'est sûr, il y a cette idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aux US, qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'est-ce qu'il faudra aller faire ailleurs avec d'autres investisseurs. Avec d'autres investisseurs, et Epstein répond je ne pense pas que tu as suffisamment d'informations pour décider de savoir si ces partenaires-là sont bons ou sont pas bons. Donc, il est impliqué dans ces conversations, peut-être simplement amicales, mais on voit que ces gens-là ont compris que les recherches ne peuvent plus être effectuées aux États-Unis. Je pense que c'est important de garder ça dans le cadre de l'affaire du Zoro Ranch. Donc là, c'est le dernier email que j'ai pu trouver dans les bases de données de Brian Bishop avec Jeffrey Epstein. Ça date du 26 novembre 2018. 26 novembre 2018, quand je vous ai dit qu'on va quasiment au terme des activités de Jeffrey Epstein qui est arrêté en juillet 2019, où Brian Bishop lui fait suivre un article en expliquant que regardez ce que les Chinois sont en train de faire sur des embryons en termes de cellules, et en expliquant ce que lui son équipe peut être fait. Il met en avant qu'on a un overseas lab, donc il confirme qu'il y a un laboratoire à l'étranger. Epstein a dû mettre de l'argent dans tout ça. Quand on voit la vitesse à laquelle ils sont partis de faire des emails avec Brian Bishop qui disait ouais, ce serait super si je peux sortir entre guillemets de mon garage et faire des choses à l'étranger et tout le reste, et que quelques mois plus tard, on est en train de parler d'une équipe aux États-Unis, une équipe dans un autre pays, des résultats et tout ça. Oui, et des résultats précis. En disant, voilà, on a fait ces tests-là, c'est efficace à 5%, etc., etc. Donc, Epstein est impliqué d'une manière ou d'une autre, peut-être simplement de manière amicale, mais il est intéressé dans ça. Il termine great. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de et donc c'est le dernier échange que l'on a de Jeffrey Epstein sur cette volonté, à travers les années, au Zoro Ranch d'abord, qui, je vous rappelle, est à proximité de lieux de la science américaine où on a travaillé exactement sur ce sujet-là, les recherches, entre autres, sur le Human Genome Project. C'est la dernière fois où on trouve quelque chose aujourd'hui là-dessus. Je vous ai dit que donc Jeffrey Epstein, Elon Musk aujourd'hui et Brian Bishop se réclamaient d'un mouvement qui s'appelle le transhumanisme, qui est une version aujourd'hui une version eugénique de la société qui a choqué Dershowitz en disant mais en fait ce qui t'intéresse c'est de faire ce que les nazis ont tenté de faire en purifiant une race. Il y a une autre personnalité qui discutait à la même époque, et ce petit monde se connaissait, avec Bishop sur le sujet. Vous allez voir cet email. Regardez, c'est un email, c'est pour ce fameux appel du 19 juillet. Regardez la ligne du haut. Est-ce que tu peux nous la traduire, Cody? I prepared. J'ai préparé ce document de moi-même et mes projets il y a quelques mois pour quelqu'un d'autre. C'est une sorte de résumé. Voilà. J'attends avec impatience de parler avec vous deux demain. Et le lien nous révèle à qui cette présentation de ces activités de DNA storage a été envoyée. Et c'est Thiel, comme Peter Thiel de la PayPal Mafia, Elon Musk, qui ont financé J.D. Vance. Et c'est ce qu'il partageait avec Jeffrey Epstein, c'est les notes de son meeting avec Peter Thiel, qui est aussi un défenseur aujourd'hui de la recherche de l'être humain parfait et du transhumanisme, façon donc un nom moderne de ce qui est l'eugénisme, donc Peter Thiel. C'est un tout petit monde. Allez, on se retrouve tout de suite après.